Depuis la fin des années 50, nous avons lancé des milliers de satellites dans l'espace. Des fusées les relâchent en orbite, c'est-à-dire sur une trajectoire elliptique autour de la Terre. Ils tournent ainsi quelques années au-dessus de nos têtes à très haute vitesse et sont conçus pour des missions bien précises, comme par exemple photographier la Terre pour établir les prévisions météorologiques, relayer les signaux téléphoniques, télévisés ou radio entre deux lieux sur Terre, ou encore espionner d'autres pays s'il s'agit de satellites militaires. Dirigés depuis le sol, ils sont équipés d'ordinateurs, de caméras et de capteurs. Pour accomplir leur mission, du carburant, des batteries et des panneaux solaires leur fournissent l'énergie nécessaire. Lorsque celle-ci est épuisée, ils cessent de fonctionner s'ils ne sont pas tombés en panne avant. Ils deviennent ainsi des débris spatiaux qui tournent à plus de 30 000 km/h autour de la Terre. Parfois, ils percutent d'autres objets, générant alors des multitudes de petits débris. On dénombre aujourd'hui près d'1 million de débris d'une taille supérieure à 1 cm. Les débris spatiaux menacent d'entrer en collision avec tous nos satellites et risquent de renvoyer prochainement notre civilisation 60 ans en arrière si rien n'est fait. Mais comment en est-on arrivé là ? À la fin des années 50, l'humanité réalise que son avenir sur Terre passe par l'espace. En pleine guerre froide, l'Union soviétique vient de prendre une longueur d'avance sur les États-Unis en lançant Spoutnik, le premier satellite de l'histoire. Au Centre national des études spatiales, un spécialiste des lanceurs, c'est-à-dire des fusées, évoque ce premier décollage. Le problème des débris spatiaux a démarré en même temps que le tout premier lancement, c'est-à-dire le 4 octobre 1957, avec le lancement de Spoutnik 1. Après 21 jours dans l'espace, Spoutnik a cessé de fonctionner. C'était un objet non fonctionnel, artificiel. C'est ce qu'on appelle un débris spatial. Spoutnik a terminé sa brève existence en se désintégrant dans l'atmosphère. Son odyssée spatiale a connu un retentissement planétaire. Décidés à rattraper leur retard, les Américains créent alors l'agence NASA. L'avance des Soviétiques était extrêmement importante dès le début de l'astronautique. Les Soviétiques cumulaient toutes les premières. Premier lancement de satellite, premier homme dans l'espace. Et clairement, mettaient la barre très haut pour les Américains qui devaient eux aussi multiplier le nombre de missions pour recoller au peloton. Les Américains lancent alors consécutivement 11 missions habitées nommées Apollo. À l'époque, on se soucie alors peu de la production de déchets spatiaux, et pire même, radioactifs. Ainsi, de 1967 à 1988, l'Union soviétique lance des satellites espions alimentés par des réacteurs nucléaires. Mais plusieurs de ces satellites sont tombés en panne. En septembre 1977, des radars américains remarquent une anomalie dans la trajectoire du satellite russe Cosmos 954. C'est la première alerte nucléaire de l'ère spatiale. Le 12 janvier 1978, les Américains contactent les autorités soviétiques sur l'état du satellite.
2 jours plus tard, les Russes confirment qu'ils ont perdu tout contrôle sur l'engin. L'accident provoque la dispersion du combustible radioactif dans l'atmosphère de l'hémisphère nord. Mais aussi la chute de fragments du réacteur nucléaire au Canada. Un satellite russe porteur d'une charge nucléaire est tombé en Amérique. L'événement fait la une des journaux. En pleine guerre froide, on prend pour la première fois conscience des dangers potentiels de la retombée des débris spatiaux sur Terre. Mais ce n'est pas le seul problème. L'envoi même de satellites produit des déchets spatiaux. Chacun de ces lancements laissait des débris en orbite, les vieux satellites restaient là-haut, les étages supérieurs restaient là-haut, et c'est ça qui a généré la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Pendant ces années de course à l'espace, il n'y a pas que des satellites qui ont été mis en orbite. Rüdiger Rien, un ingénieur de l'Agence spatiale européenne, a analysé le processus de création de débris par les lanceurs. Quand on lance un satellite, le premier étage de la fusée n'amène l'énergie que pour décoller, jusqu'à environ 10 km d'altitude, et retombe dans l'océan. Le dernier étage amène le satellite en orbite, mais il reste aussi dans cette orbite et devient un débris. Ainsi, les étages supérieurs de lanceurs, avec leurs coiffes et réservoirs, sont souvent abandonnés en orbite. Mais que deviennent alors tous ces débris en provenance des lanceurs et des satellites? Retombent-ils tous sur Terre? Collaborant avec les agences spatiales européennes au sein de son cabinet d'études, une chercheuse est spécialisée dans l'analyse de l'historique et du destin de ces débris spatiaux. On avait pour habitude d'envoyer des objets dans l'espace en présumant que le jour où ils ne fonctionneraient plus, ils resteraient là. Ou alors, s'ils étaient à plus basse altitude, ils retomberaient lentement vers la Terre. À basse altitude, les débris se déplacent à des vitesses vertigineuses, plus de 30 000 km/h, mais ils sont progressivement freinés par l'atmosphère terrestre qui agit comme un incinérateur à débris. Cette combustion s'explique par la chaleur née de la friction entre les molécules constitutives de l'air et l'objet spatial qui finit par se disloquer. De jour, les débris passent inaperçus. La nuit, ils peuvent passer pour des étoiles filantes. Le problème, c'est que certains de ces débris ne brûlent pas totalement. En 1997, le réservoir principal du second étage de lanceur Delta II s'est écrasé près de Georgetown, au Texas. En 2001, le troisième étage du lanceur Delta II à 240 km de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. En 2011, une coiffe de lanceur Soyouz en Martinique. En 2013, des centaines de débris dont 2 réservoirs du troisième étage d'un lanceur militaire au Texas. À ce jeu de roulette russe, il n'y a miraculeusement pas encore eu de blessés. Mais en septembre 2016, près de l'île de Java, on a frôlé le drame. Un second étage de fusée Falcon 9 de la société SpaceX s'est écrasé sur un corps de ferme. Les Gaulois avaient donc raison. Le ciel peut nous tomber sur la tête. Comme les débris spatiaux menacent tous les terriens, un devoir d'inventaire et d'évaluation des risques s'impose désormais. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 36 000 gros objets en orbite autour de la Terre, auxquels on peut ajouter les 30 000 déjà rentrés dans l'atmosphère.
Et ils resteront là un bon bout de temps. Tous les lancements sont catalogués, y compris les opérations militaires. Aussi, il est relativement facile de savoir ce qui tourne au-dessus de nos têtes. La masse totale artificielle, c'est-à-dire les satellites et les déchets, au-dessus de nos têtes, en orbite aujourd'hui, c'est de l'ordre de 9000 tonnes. Pour se donner une idée, la tour Eiffel, c'est 7500 tonnes. Donc c'est un peu plus. À l'échelle de l'espace, une tour Eiffel éparpillée en petits morceaux n'est qu'un nuage d'infime poussière. Aussi, pour pouvoir se représenter ces débris, nous devons les agrandir. En réalité, leur taille est bien plus petite. La banlieue de notre planète est donc un mélange de satellites en activité au milieu d'un grand dépotoir. Mais cette banlieue est tout de même organisée. Pour l'activité des satellites autour de la Terre, nous utilisons 3 orbites différentes. La plus éloignée de la Terre est l'orbite haute ou géostationnaire. Elle est très fine et située à 36 000 km de nous. Les satellites qui s'y trouvent restent en permanence au-dessus du même point de l'équateur. Et ils assurent nos télécommunications, c'est-à-dire les liaisons téléphoniques, informatiques et la diffusion de la télévision. Sur cette orbite, les satellites sont espacés en moyenne de 75 km. Les places étant peu nombreuses, on anticipe la fin de vie d'un satellite. Une dernière réserve de carburant va permettre de le désorbiter, c'est-à-dire lui faire quitter son orbite. Ici, il se rend vers une orbite cimetière, légèrement plus haute, c'est-à-dire plus éloignée de la Terre. Au moins, là, il ne gêne personne. On évite de l'envoyer plus bas, dans la zone dite des orbites moyennes. Située entre 36 000 et 2000 km d'altitude, cette vaste zone est notamment occupée par des satellites de radionavigation comme Galileo. Si l'un cesse de transmettre, on le place sur une orbite intermédiaire, à une hauteur où n'évolue aucun autre satellite. Mais s'il tombe en panne de carburant, on ne peut rien faire. Enfin, la zone la plus proche de la Terre est logiquement appelée la zone des orbites basses, allant de 2000 jusqu'à 300 km d'altitude. C'est ici que 60 ans d'aventure spatiale ont laissé le plus de débris. Et la seule façon de se débarrasser d'un débris dans cette zone est de l'envoyer vers l'atmosphère terrestre pour le désintégrer. Il y a différentes zones sur Terre où on peut faire rentrer un objet en n'ayant quasiment aucun risque, parce que les populations sont très loin de là. Par exemple, il y a une zone dans le sud du Pacifique qui est très très grande et dans laquelle on a pris l'habitude de faire rentrer nos gros objets. Grâce à son carburant, on peut donc contrôler le devenir d'un satellite en fin de vie sur les orbites basses, moyennes et hautes, pour peu qu'il fonctionne encore. En effet, même avec du carburant en soute, il peut devenir incontrôlable. L'un des problèmes qu'on a avec les satellites, c'est de temps en temps, ils tombent en panne et on ne sait pas pourquoi. Ils marchaient lundi, mardi, mercredi, et le jeudi, paf, en panne, et il ne nous a pas prévenus avant, il ne nous a pas dit « je vais mal ». Les opérateurs de satellites évitent de parler de leur panne, question d'image. Or, la plupart de ces pannes provient d'une force de la nature qui défie sournoisement toutes nos mesures de protection. Quand on analyse l'origine de ces défaillances, ça peut par exemple être lié à une éruption solaire. En effet, au cours d'une tempête solaire, notre astre libère de fortes quantités d'énergie.
Il éjecte des particules électriquement chargées dans l'espace. Le champ électromagnétique de la Terre agit comme un bouclier qui nous protège de ces particules visibles lors des aurores boréales. Mais les satellites sont aux premières loges pour se prendre plein de particules entre les boulons. Des arcs électriques se forment et anéantissent les systèmes de navigation. On a beau les protéger avec des films d'or, on estime qu'une dizaine de satellites tombent en panne chaque année à cause des éruptions solaires. Ils deviennent alors des débris spatiaux. L'espace est infiniment vide, avec juste quelques petites cochonneries qui se baladent là-haut, au-dessus de nos têtes. Et ces objets posent deux problèmes. Premièrement, quand ils sont en orbite, ils y sont généralement pour longtemps. Par exemple, un objet orbital à 1000 km d'altitude est là-haut pour 1000 ans ou 2000 ans. Et, deuxièmement, pendant ces 1000 ans ou 2000 ans, il se déplace à vitesse orbitale, de l'ordre de 30 000 km à l'heure. Donc forcément, 30 000 km à l'heure pendant 1000 ans, ça fait du chemin. Et donc ça fait une probabilité de faire une mauvaise rencontre, d'avoir une collision qui devient très élevée. Jusqu'en 2007, on dénombrait environ 12 000 gros débris. Mais depuis, 3 événements ont considérablement aggravé la situation. Le plus grave implique Cosmos 2251, un satellite russe en orbite basse tombé subitement en panne. Il ne répond plus aux commandes et ses opérateurs ne parviennent pas à le désorbiter vers la Terre. Sur une trajectoire perpendiculaire, à la même altitude, un engin américain en parfait état de marche et nommé Iridium 33 poursuit son orbite. L'impact génère des débris dans toutes les directions. Environ 2300 débris de plus de 10 cm sont éjectés, en plus d'une myriade de fragments plus petits. Ils menacent directement tous les engins de l'orbite basse de la Terre. Cette collision prouve bien qu'un objet incontrôlable en orbite basse est un danger pour tous les satellites en service. Autres événements dignes de la guerre des étoiles. En 2007, la Chine a décidé volontairement de détruire Fengyun 1C, un satellite météo hors d'usage, à l'aide d'un missile balistique surmonté d'une charge explosive et d'une tête chercheuse. Le 15 novembre 2021, la Russie lui donne la réplique en envoyant un missile Nudol. Sa cible, le satellite hors d'usage Cosmos 1408. Conséquence, l'impact a arrosé toutes les orbites basses avec environ 1500 gros débris qui ont été projetés dans toutes les directions. Ces grandes puissances ont réalisé des démonstrations de force sans se préoccuper des multiples conséquences de leurs actes. Tout le monde sait que ces démonstrations menées par les gouvernements chinois et russes étaient des tests pour prouver qu'il est possible de créer une collision. Ces actes étaient intentionnels et restent la source principale du problème actuel que nous rencontrons en orbite. Suite à ces événements, c'est désormais environ 1 million de débris de plus d'1 centimètre qui tournent autour de la Terre. Certains d'entre eux ne proviennent pas des satellites, mais des fusées.
Dans le réservoir d'une fusée type qui amène des satellites en orbite, vous avez de l'oxygène et de l'azote liquide. Et vous vous souvenez certainement depuis l'école que quand ces deux gaz se mélangent, ils explosent. Or, vous n'utilisez qu'une partie du carburant pour placer un satellite sur son orbite. Vous devez toujours en garder en réserve. Le problème, c'est lorsque ces résidus de carburant commencent à se mélanger, ils atomisent les derniers étages. Pire, telle une pandémie, tous ces débris se propagent comme des virus et risquent à leur tour de créer d'autres débris. Ce phénomène porte même un nom qui ressemble à une maladie, le syndrome de Kessler, en l'honneur du consultant de la NASA qui l'a décrit, analysé et quantifié. Le nombre d'objets se trouvant actuellement en orbite terrestre est suffisant pour qu'une fois tous les 10 ans, deux gros objets entrent en collision et entraînent une désintégration majeure. Don Kessler a imaginé ce scénario dès 1978. L'histoire lui a donné raison. Ce fut le cas pour Cosmos et Iridium en 2009. Nous envisageons en fait des collisions et donc des émissions de débris tous les 5 ans entre des gros objets ou des fragments de grande taille. Don Kessler avait également prédit la multiplication de ces collisions, à l'instar d'une partie de bowling sans fin où les quilles deviennent des projectiles après avoir été heurtées. Lorsqu'un objet heurte un satellite, on assiste à la création d'une multitude de particules, les plus petites étant extrêmement nombreuses. Elles se maintiennent en orbite et se déplacent très rapidement. Elles peuvent donc endommager un vaisseau spatial. Apparaissent alors une centaine de fragments de taille conséquente pouvant heurter un autre satellite et de la même manière créer de nouveaux fragments. On assiste alors à un phénomène de collision en cascade. Cette dernière prévision s'est également avérée exacte. En 1996, un débris en provenance de la fusée Ariane lancée 10 ans auparavant a croisé la route du satellite militaire français nommé Cerise et l'a heurté. Son mât de stabilisation est sectionné par le choc, mettant Cerise hors d'usage. Ainsi se propage la réaction en chaîne. À partir de satellites en panne ou de morceaux de lanceurs, on se retrouve aujourd'hui avec des nuages de débris plus petits qu'un boulon lancés à plus de 30 000 km/h qui pulvérisent les satellites en parfait état de marche et créent à leur tour de nouveaux débris. Leur prolifération peut mettre en péril toutes nos activités sur Terre. En effet, nous l'oublions souvent, mais une myriade de satellites fait désormais partie de notre quotidien. On a l'habitude de consulter notre téléphone portable pour chercher un lieu. On lui demande aussi quel sera le temps nécessaire pour s'y rendre et le meilleur itinéraire. Lorsqu'on se rend à l'étranger et qu'on retire de l'argent, on utilise les satellites de télécommunication. Une banque en Amérique va alors communiquer avec une banque en Europe, par exemple. Saurons-nous vivre sans smartphone, sans carte bancaire et sans système de géolocalisation? Aujourd'hui, on ne vivrait pas longtemps sans satellite. Pourtant, la prolifération des débris risque de compromettre la viabilité de tous ces services satellitaires dont les usages ne cessent de se diversifier. Conséquence, les agences spatiales doivent prendre d'importants risques à chaque lancement. Notamment l'Agence spatiale européenne. Si on devait tabler sur un risque nul, on ne lancerait jamais de satellite. Donc je vais sûrement vous surprendre, mais nous procédons au lancement en sachant que les risques de collision sont possibles. Sinon, nous ne lancerons plus jamais rien.
Le risque est donc désormais avéré et même quantifié. Les chances de perdre un satellite sont de 5%. Une partie de cela est le risque d'être touché par des débris. Les autres parties sont simples. Il y a du matériel compliqué qui peut se briser, entraînant la perte du satellite. Mais la probabilité de perdre un satellite peut rapidement atteindre 10% ou 20% avec l'augmentation des débris spatiaux. L'Agence spatiale européenne estime qu'on atteindra le risque de 20% de collision en 2038. Un satellite sur 5 pourrait donc à terme ne pas réussir sa mission. C'est colossal. Mais comment faire pour traverser ce qui est devenu un véritable champ de mines? Comment détecter les débris au-dessus de nos têtes? Dès 1957, les Américains créent un réseau de surveillance de l'espace pour prévoir où et quand un débris va rentrer dans l'atmosphère. À cette fin, ils établissent un catalogue des objets spatiaux en orbite. Ils essaient de déterminer le pays propriétaire d'un débris devant effectuer une entrée dans l'atmosphère et surtout de prévenir leur agence spatiale, la NASA, si les débris risquent d'interférer avec leurs satellites. Au fil des années, ce système s'est informatisé et affiné face à la multiplication d'objets artificiels en orbite. Mais en Europe, ce service de surveillance spatiale n'a été mis en place que 40 ans plus tard. Il a été impulsé par la France en 1996, quand son satellite militaire Cerise a été détruit par le débris en provenance de la fusée Ariane. Dans l'urgence, le ministère de la Défense a alors créé le système baptisé GRAVE. Le système GRAVE, le grand réseau adapté à la veille spatiale, est notre capteur principal qui nous permet de détecter des objets qui transitent environ entre 400 et 1000 km d'altitude à partir du moment où ils ont une surface équivalente radar suffisante, c'est-à-dire qu'ils ont une taille équivalente à une grosse machine à laver. Pour détecter les satellites en orbite jusqu'à 1000 km au-dessus de la France métropolitaine, même par temps nuageux, le système utilise des télescopes et des radars particuliers. Associés à un calculateur en temps réel, ils suivent et anticipent les trajectoires de milliers de satellites. Le système GRAVE a notamment permis de détecter une trentaine de satellites espions chinois et américains jusqu'alors non répertoriés. Aujourd'hui, les relations internationales dans l'espace sont un mélange et une extension de tout ce qu'on peut trouver comme relations internationales au sol. C'est-à-dire qu'il y a autant d'entraide que de compétition, voire d'affrontements plus ou moins ouverts. La France a accepté de garder secrets les renseignements sur les satellites espions. Mais en échange, elle a notamment demandé aux Américains un accès permanent à leur catalogue de débris spatiaux. Un catalogue nettement plus précis que le nôtre, puisque les Américains détectent des débris de 10 cm. Nous traitons la problématique des petits objets à travers la coopération franco-américaine qui nous permet de récupérer de l'information, même au niveau confidentiel défense. Cette surveillance permanente de l'espace est donc efficace. Elle permet aux satellites civils et militaires d'éviter au maximum les collisions avec des débris spatiaux. En cas de menace, les opérateurs dévient légèrement les satellites de leur orbite. Ces manœuvres sont de plus en plus fréquentes. Elles concernent notamment le plus gros satellite de tous les temps, la Station spatiale internationale. Un satellite habité et menacé chaque année par des débris. Pour éviter un débris spatial dont la trajectoire est bien identifiée, on dévie la station de sa trajectoire.
En 2012, elle a ainsi évité des fragments du satellite américain Iridium 33 issus de la collision 3 ans plus tôt avec le russe Cosmos 2251. Tandis qu'en 2021, la station a slalomé 5 fois entre les débris, une menace réelle devenue routine à laquelle les astronautes sont désormais bien préparés. La station spatiale se trouve sur l'axe de collision d'une partie infime des débris spatiaux. L'alarme de ma montre vient de se mettre à sonner pour indiquer que nous devons placer l'ISS sur une trajectoire plus haute en déclenchant les réacteurs pendant 37 secondes. C'est le seul moment où nous pouvons sentir et mesurer une accélération à bord. Ça veut dire que, tout à coup, nous ne sommes plus en apesanteur, mais nous sommes poussés vers l'arrière par les réacteurs de la station spatiale. Allez, ça va commencer. Ça commence. Parfois, les données balistiques du débris sont imprécises. Dans ce cas, la récréation est terminée. On demande aux astronautes d'évacuer en urgence la station et de se réfugier dans le module de ravitaillement qui peut être séparé de la station afin de les ramener sur Terre. Mais cette évacuation ne vaut pas dans tous les cas. Que faire contre les multiples débris qui échappent à la surveillance terrestre car leur taille est inférieure à 10 cm? En 2022, on estime qu'il existe environ 150 millions de débris de plus de 1 mm. Ils sont si petits qu'ils ne peuvent pas être suivis par des radars. Aussi, tant pour la Station spatiale internationale que pour les satellites, il faut aujourd'hui concevoir des boucliers anti-débris. À Freiburg, en Allemagne, l'équipe de l'Institut Fraunhofer teste les matériaux de blindage avec un canon de laboratoire, le Space Gun. Ce Space Gun propulse de minuscules billes de métal sur différents matériaux de blindage. Ces trains de chambre blindés reproduisent les conditions spatiales. Elles sont remplies de gaz léger et accélèrent les billes à une vitesse approchant celle d'un débris spatial, c'est-à-dire environ 25 000 km/h. À cette allure, la physique des collisions est très différente de celle connue sur Terre, comme par exemple lors d'un choc automobile. Quand une voiture entre en collision avec un mur ou avec une autre voiture à 50 km/h, elle se déforme et des milliers de débris naissent de la fragmentation de la matière. Mais au-delà de 11 000 km/h, c'est-à-dire en hypervélocité, une collision crée d'étranges phénomènes physiques dont il faut tenir compte. Pendant un impact en hypervélocité, le débris se fragmente, se vaporise et se ionise. Quant à la cible, elle ne résiste pas à la forte surpression créée par l'onde de choc. En hypervélocité, une bille d'1 millimètre possède plus d'énergie qu'une boule de pétanque lancée à 100 km/h. Des portes blindées protègent le laboratoire et une caméra capable de filmer à plus d'1 million d'images par seconde saisit le moment de l'impact. Par sécurité, interdiction formelle de rester dans la pièce pendant un tir. Les résultats de ces tests sur différents composants de satellites sont ensuite analysés. Pour la Station spatiale internationale, nous avons testé différents blindages. Mais on a aussi testé différents composants, comme des panneaux solaires ou des réservoirs situés à l'intérieur des parois d'un satellite. Grâce aux images ultra ralenties, l'équipe du Space Gun parvient non seulement à comprendre, mais également à modéliser le déroulement de ces collisions.
Leur travail permet de concevoir des structures à la fois légères et résistantes aux impacts hypervéloces. Ils viennent de prouver que le doublement ou le triplement de plaques isolantes protège les composants de satellites heurtés par un débris d'une taille inférieure à 10 cm. La première plaque fragmente le débris, la seconde dissipe son énergie et protège totalement la troisième. Grâce à ces expériences, on peut donc concevoir des satellites résistants aux petits débris. Mais à ce jour, on ne sait absolument pas protéger les astronautes lors de leur sortie extravéhiculaire. Ils restent exposés à de petits débris, à la fois invisibles au radar et aux yeux humains, car ils sont si rapides qu'on ne les voit pas venir. Le moindre impact crèverait la combinaison des astronautes et les condamnerait à une mort subite. Devant ce péril avéré, la NASA développe activement des robots pour accomplir en toute sécurité des opérations de maintenance extravéhiculaire en remplacement des astronautes. Toutefois, tant ces robots que les blindages testés en laboratoire ne pourront rien contre les débris d'une taille supérieure à 1 cm. Évidemment, moins il y en a, mieux on se porte. À l'instar des armes nucléaires sur Terre, les pays ont naturellement tenté d'établir des règles de non-prolifération des gros débris. Dans l'espace, ces règles répondent à des principes de bonne conduite. On demande par exemple aux opérateurs de vidanger tout le carburant à bord des engins spatiaux. Ainsi, tous les lanceurs sont désormais équipés de purges dont on teste le bon fonctionnement à terre avant chaque lancement. On impose une durée maximale de 25 ans en orbite pour les satellites. Enfin, pour les satellites en orbite basse qui ne brûlent pas totalement en rentrant dans l'atmosphère, on demande que l'impact ait lieu dans les océans. Malheureusement, ces règles ne sont pas bien respectées, faute d'un organisme régulateur capable de punir les contrevenants. Et pendant ce temps, les débris se multiplient. Le nombre de débris que nous générons est supérieur à ce que l'atmosphère peut nettoyer. C'est ce que nous appelons un environnement non viable. Il n'y a guère qu'une seule solution à envisager: nettoyer les orbites autour de la Terre. Il faut ramener certains objets que nous avons laissés en orbite. Si on suivait le principe du pollueur-payeur, chaque pays serait censé financer l'élimination de ces débris. Face à l'urgence, depuis 2013, les ingénieurs spatiaux élaborent donc un nouveau métier, celui d'éboueur de l'espace. L'idée est de mettre au point des systèmes robotisés qui iraient traiter les gros déchets, c'est-à-dire à terme les faire brûler dans le seul incinérateur connu pour ces débris, l'atmosphère terrestre. Mais la tâche est difficile. Les débris spatiaux se comportent en effet comme des astéroïdes et répondent à l'influence de la gravité en tournant sur eux-mêmes. Partout dans le monde, des laboratoires rivalisent d'ingéniosité pour mettre au point des robots satellites capables de capturer des débris et les désorbiter. C'est le cas du projet Remove Debris du Surrey Space Center en Angleterre. En situation réelle, on gère des débris non coopératifs, pouvant tourner sur eux-mêmes. Les ingénieurs spatiaux emploient des termes techniques, mais leurs projets ressemblent parfois à des jeux d'enfants. L'une des technologies développées par notre projet est le harpon. Un harpon capable d'accrocher un gros débris pour ensuite le traîner vers l'atmosphère? Si, c'est très sérieux. Dans le cadre de notre projet de nettoyage de débris, nous testons uniquement le mécanisme d'impact du harpon sur une cible type.
L'équipe en est à un stade très expérimental où elle teste le harpon en miniature sur une cible immobile. Premier essai. 3, 2, 1, fire! Raté. Le harpon n'est pas sorti de son fourreau à cause d'un problème d'électroaimant. Deuxième essai. J'espère vraiment que le harpon atteindra sa cible exactement comme prévu. 3, 2, 1, fire! Encore raté. Si le harpon ne pénètre pas parfaitement au cœur de la cible, il ne peut la capturer. Selon les scientifiques, la chasse aux débris serait plus aisée dans l'espace que sur Terre. Normalement, grâce à l'absence de gravité dans l'espace, l'alignement devrait être meilleur que celui réalisé sur Terre. La méthode essai-erreur est un long processus. Mais pas à pas, l'équipe améliore le système. Et en 2019, elle réussit un premier test in situ. Le harpon n'est pas le seul outil envisagé par les ingénieurs spatiaux. L'Afrique du Sud, toute jeune nation spatiale qui a créé son agence en 2010, concocte ses propres solutions de nettoyage pour ensuite les mettre sur le marché. Un de leurs projets consiste à élaborer un petit satellite capable de déplier des pinces tentacules pour capturer un débris, d'où le nom du projet, Medusa. Medusa encerclera le débris pour l'attirer à l'endroit voulu, vers une orbite cimetière ou une altitude moins élevée, pour éventuellement l'expédier dans l'atmosphère où il se consumera. Autre avantage des satellites Medusa, ils peuvent être lancés en escadrille, comme l'ont montré les tests dans la Station spatiale internationale. Medusa est très léger, 175 grammes. Il est conçu pour être mis sur des CubeSats de cette taille-là. Le CubeSat est un standard de satellite miniature et polyvalent. Développé par une université californienne, ils sont actuellement lancés par dizaines, ce qui fait chuter leur coût. Une aubaine pour les chercheurs qui ne pourraient pas mener d'expérience spatiale autrement. Couplés aux CubeSats qui ont déjà fait leurs preuves, les Medusa pourraient assurer un bon travail de nettoyage pendant de longues années. Pour le moment, il y a beaucoup de solutions proposées, telles que les harpons. Mais beaucoup sont à usage unique, donc pas le droit à l'erreur. L'originalité de Medusa est qu'il permet plusieurs essais, donc la possibilité de l'utiliser autant de fois que nécessaire pour atteindre des petites cibles. Mais le projet Medusa ne vise que des petits débris spatiaux. Pour les gros satellites en panne, d'autres outils plus onéreux sont nécessaires, ce qui pose la question du financement des opérations de nettoyage. Malheureusement, aucune de ces solutions ne sort réellement pour une raison très simple, c'est que personne n'est prêt à payer cher pour aller se débarrasser d'un gros débris. Plus il est gros, plus il est problématique, car sa fragmentation créerait de nombreux débris. Le plus imposant est le satellite d'observation Envisat, lancé en 2002 par l'Agence spatiale européenne. Un débris de la taille d'un autobus. À l'origine de ce débris, la cupidité de son opérateur. Aujourd'hui, Rüdiger Yen prend ses distances par rapport à ses prédécesseurs. Ils voulaient rentabiliser au maximum le carburant et utiliser la dernière goutte pour les opérations. Pas pour la désorbitation. C'est ça le problème. C'est à l'époque le plus gros satellite d'observation jamais construit. Après 5 ans d'activité et avoir tourné plus de 29 000 fois autour de la Terre, il aurait dû être désorbité avant d'arriver au terme de sa mission. Mais les opérateurs ont décidé de la prolonger. Le problème, c'est que le 8 avril 2012, soit 10 ans après son lancement, l'Agence spatiale européenne perd tout contrôle d'Envisat. Il constitue depuis une bombe à retardement qui croise quotidiennement la route de multiples satellites.
Son cas est tellement critique que l'Agence spatiale européenne a financé en urgence un programme ambitieux pour tenter de le sortir de son orbite. Nous pensons qu'un filet peut être une bonne option, car cela crée une connexion fiable par un câble permettant de tirer Envisat une fois capturé dans le filet. Pour tester ce filet spatial, les ingénieurs utilisent un avion capable de recréer les conditions de gravité nulle qui règnent dans l'espace. Au sommet de son vol parabolique, c'est-à-dire en forme de cloche, il libère pendant quelques secondes passagers et objets de la gravité terrestre. L'occasion de tester la version miniature du filet, censée attraper ce satellite de 8 tonnes. Les tests ont prouvé que l'ajout de masse au coin du filet permet d'encercler le corps du satellite sans accrocher son fragile panneau solaire. Reste ensuite à concevoir un satellite tracteur adapté à la pêche au gros et capable de ramener sa prise à bon port. Envisat pèse 8 tonnes, donc probablement plus lourd que le satellite qui le tractera. Quand on doit déplacer une chose plus lourde que soi, il est plus facile de tracter que de pousser. Ça permet de garder une certaine stabilité. Mais aussi crucial soit-il pour la sécurité spatiale, même ce projet est resté dans les cartons. La raison est simple. On a fait des études et on estime que le coût pour le désorbiter approche 500 millions d'euros. Pour des raisons technologiques et économiques, aucun robot éboueur n'est donc sorti des cartons à ce jour. Alors, comment décoincer la situation ? Pour que ça devienne crédible, il faut que cette opération de nettoyage soit gratuite, quelque part. Donc soit un co-passager d'une autre mission. Et c'est là où c'est assez prometteur, c'est ce qu'on appelle les Space Tug. Le Space Tug, c'est le remorqueur de l'espace. En réalité, c'est un véritable couteau suisse spatial. Le lundi, il re-remplit un satellite, le mardi, il en répare un autre, le mercredi, il inspecte un autre satellite, le jeudi, il bricole. Et le vendredi, il redescend sur Terre, et au moment où il redescend sur Terre, au passage, il récupère un débris, il le désorbite. Malheureusement, de l'aveu même des ingénieurs d'Airbus qui développent des Space Tug, il y a encore des verrous technologiques à lever. Alors, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est du rendez-vous automatique avec une cible qui n'a pas été prévue pour, typiquement un très vieux satellite ou un débris spatial. Un rendez-vous spatial, c'est une rencontre organisée et contrôlée entre deux engins spatiaux. Il faut développer de nouvelles technologies autonomes qui peuvent se débrouiller sans l'appui du sol. C'est basé sur des capteurs de vision qui vont aller scanner l'environnement et qui vont aller analyser le contenu des images qu'ils acquièrent. Et cette analyse de données va permettre de détecter les parties des objets qui nous intéressent et de pouvoir aller les accrocher et les manipuler. Ce projet de remorqueurs spatiaux est encore à l'étude. Mais grâce à d'importants financements, pourrait peut-être devenir le premier service de nettoyage efficace en orbite à horizon 2025. Hormis l'Agence spatiale européenne et Envisat, ces remorqueurs ont déjà de nouveaux clients qui révolutionnent l'accès à Internet. Des sociétés privées lancent actuellement des milliers de satellites en orbite basse qui travaillent de concert pour apporter de l'Internet à très haut débit partout sur Terre. Ces projets, dits de méga-constellations, sont devenus réalité avec de nombreux déploiements orbitaux, comme les satellites Starlink de SpaceX ou ceux de OneWeb. Dans le cas de OneWeb, un entrepreneur visionnaire a convaincu des géants de l'Internet américain et même les Européens d'Airbus d'investir massivement dans la fabrication en série de centaines de satellites. Son but, garantir l'accès à Internet dans les régions les plus reculées. OneWeb a conçu, construit et s'apprête à lancer une constellation de satellites pour combler le fossé numérique fournissant l'accès au haut débit aux 4 milliards de personnes sans Internet aujourd'hui, soit la moitié de la planète. La première constellation comprendra 882 satellites.
En 2022, le nombre de satellites de mégaconstellations en orbite dépasse le nombre de satellites lancés depuis le début de la conquête spatiale, ce qui ne manque pas de soulever l'inquiétude des spécialistes des débris spatiaux. Les méga-constellations sont en pleine effervescence. Par exemple, le Starlink de SpaceX, Elon Musk, aujourd'hui, il a à peu près 2000 satellites en orbite, sur une première génération qui fera 12 000, puis une deuxième génération qui fera 42 000. Il y a également OneWeb, mais ils en sont à 500 satellites à peu près. Il y a beaucoup d'autres constellations de ce genre-là. On s'attend à avoir à peu près 100 000 nouveaux satellites en orbite d'ici 2030. Pourtant, les promoteurs de ces projets pharaoniques assurent qu'ils prennent toutes les précautions. Nous devons être vraiment très attentifs à plusieurs choses. Créer un ensemble de règles pour que la désorbitation et les opérations effectuées soient en accord avec une utilisation pérenne de l'espace pour l'humanité. Nous devons absolument nous préoccuper de la question des débris. Mais de surcroît, nous devons aussi gérer le trafic dans l'espace, comme nous le faisons déjà avec l'aviation. On ne peut jamais être certain que tout se passera comme prévu, que l'on ne va pas encombrer l'espace. Ce n'est pas facile de mettre autant de satellites en orbite et de les opérer sans accroc. C'est bien connu. Partout où l'homme va, il laisse des débris dans son sillage. Nous savons où est l'ISS, nous savons où sont nos satellites. Nous avons assuré la redondance et la résilience du réseau pour nous assurer de garder le contrôle et la maîtrise de nos satellites jusqu'à la phase de désorbitation. Malgré les propos rassurants de leurs opérateurs, les satellites de mégaconstellations tombent parfois en panne. Aujourd'hui, avec tous ces nouveaux satellites qu'on est en train d'envoyer, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de satellites, tout va bien tant qu'ils marchent. Malheureusement, il n'existe pas d'instance de régulation internationale. La solution doit venir d'en haut, des Nations Unies, ou d'un organisme qui légifère et oblige les gens à réduire la quantité de débris spatiaux et à prendre en charge le coût de leur nettoyage. Pourtant, en façade, la plupart des acteurs engagés dans l'aventure spatiale la réclament. Nous sommes préoccupés par l'absence d'un organisme régulateur. Aujourd'hui, on a un certain nombre de groupes ou certains pays qui envisagent différents cadres de régulation. Mais il n'y a pas de proposition concrète, pas de substance. Le futur de l'industrie spatiale est prometteur. Au contraire, le futur des orbites terrestres est plus préoccupant. Il y a davantage d'acteurs qui mettent des satellites en orbite. Pas seulement les grandes nations, mais aussi les plus petites qui en ont les capacités, leurs gouvernements et leurs entreprises privées. En attendant de faire appliquer dans l'espace la règle du pollueur-payeur, les débris spatiaux n'ont pas fini de donner le tournis aux opérateurs de satellites et à tous les terriens.